citoyenne environnementale est une association environnementale anglaise qui se fixe pour but de protéger et de défendre la nature ainsi que la santé publique. ACE dénonce et combat les activités humaines susceptibles de porter atteinte à notre milieu ambiant et aux personnes. C'est dans ce contexte que nous avons invité le docteur Sylvie Pérez-Pierron, dermatologue, président de l'association Santé Environnement Pays Basque, membre du CAD, à venir pour cette conférence. Bien, moi, je remercie Marie Bonne d'abord de me permettre de parler de ce sujet qui me tient à cœur et puis pour la féliciter de tout le travail qu'elle fait pour la défense de l'environnement. Donc effectivement, je suis Sylvie Pérez-Pierron, je suis dermatologue installée au Pays Basque depuis plus de 20 ans et c'est dans les années 2000 que je prends conscience des problèmes de pollution et de retentissement sur notre santé. Et puis, je dois dire que je suis très heureuse ce soir que vous ayez Bernard Chapuis et Tonia Hugal-de-Bost, deux médecins qui m'ont aidé dans ce moment-là où on était un peu perdus, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, c'est là où on a créé la coordination santé-environnement pour nous-mêmes essayer de comprendre ces problèmes. Et puis, à travers l'action vague toxique et comprendre aussi la pollution du milieu marin, puisqu'on a la chance ici de vivre au bord de l'océan. Et donc, on prend conscience à cette époque, c'est en 2004, il y a l'appel de Paris qui est initié par 100 scientifiques, plusieurs prix Nobel, et qui disent que dans notre environnement, il y a des CMR. CMR, ça veut dire carcinogènes, mutagènes et reprotoxiques. Carcinogènes, c'est qui génèrent des cancers, mutagènes, c'est qui provoquent des mutations, et toxiques pour la reproduction. Et je m'aperçois que ces produits sont présents dans les cosmétiques que j'utilise. Et donc, avec des amis pharmaciens, on remet, et puis avec d'anciens dermatologues, on reprend les préparations d'autrefois, qu'on remet au goût du jour, ce qui nous permet de choisir des ingrédients tout à fait sains et efficaces. Et donc, je me rends compte qu'il y a une autre cosmétologie possible. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai eu le bonheur que ma fille me propose de faire une gamme cosmétique bio. Alors, le titre. Donc le titre c'est Bio, pourquoi c'est vital? Et donc une de mes patientes dont le mari était haut placé dans une de nos belles multinationales du CAC 40, à la fin de la consultation me dit et les cosmétiques, qu'est-ce que vous me conseillez? Et pour moi le cosmétique il s'intègre dans un tout, dans un mode de vie, et la peau étant le reflet de comment on vit, je lui dis et est-ce que vous mangez bio? Et là, silence radio, elle me regarde, elle me dit bio, pourquoi? J'avoue que je n'ai pas su quoi lui répondre. Et donc, j'espère ce soir vous donner mes convictions et vous expliquer pourquoi, pour moi, le bio, c'est vital. Alors, on définira quel bio. Là, les diapos sont pas terribles. Donc, pour illustrer ce propos, on va coller à l'actualité. Je pense que vous avez tous vu notre ministre est monté au front pour nous parler justement de l'érosion, des problèmes de biodiversité. Et effectivement, les scientifiques actuellement s'inquiètent beaucoup puisqu'on pense qu'on est devant la 6e extinction massive. Ça veut dire qu'à l'aube des années 50, donc c'est dans pas longtemps, on aura perdu 75% des espèces animales et végétales. Et pour moi, comme l'homme est un animal comme les autres, on va subir le même sort. Alors voilà, cette image pour savoir dans quel monde on va vivre. Et pour illustrer ce propos, alors vous n'allez tous rien y voir sur cette courbe, peu importe, c'est juste, vous avez la première courbe avec plus 71%, c'est l'augmentation des maladies psychiques, plus 200%, c'est le diabète, c'est entre 90 et 2010. Ensuite, vous avez le cancer, c'est plus 100%. Et enfin, tout en haut, là, avec 124%, les maladies cardiovasculaires. Donc, toutes ces maladies qu'on voit fleurir autour de nous, c'est ce qu'on appelle les épidémies modernes. Et c'est ce qui nous préoccupe en santé-environnement. Et donc, dans cette nouvelle discipline, la santé-environnement, on pense qu'on ne peut pas vivre en bonne santé dans un environnement malade. Alors, pour illustrer ce propos, bonjour. Donc pour illustrer ce propos, j'ai trouvé cette étude qui date de 2016 où on a étudié les urines d'enfants et d'adultes. 100% contenaient plusieurs résidus
de produits chimiques et en particulier des perturbateurs endocriniens et d'autres produits toxiques qu'on va étudier. Alors, on ne peut pas parler de santé-environnement et d'environnement tout court d'ailleurs sans parler de Lavoisier, le père de la chimie moderne, qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc toutes ces molécules chimiques, il faut les considérer, c'est pas compliqué, comme des Legos faits de gaz de carbone, d'oxygène, d'hydrogène. Et tout ça, c'est assemblé. Et donc, quand il faudra que ça se dégrade pour retourner dans le cycle naturel, il va falloir redéfaire tous les petits Legos. Et donc, quand on vous dit que ça se dégrade, c'est pas si simple que ça. Et donc, aussi, est-ce que vous arrivez à voir le cycle de l'eau ici? Donc, on pourrait se situer ici, avec nos maisons dans la prairie. Et donc, eh bien, chaque fois qu'on utilise des produits chimiques à la maison, c'est rincé, ça part d'abord dans le tout à l'égout, les eaux usées. Et on a, moi avant je pensais que c'était épuré dans une station d'épuration, et malheureusement non. Ça traverse la station d'épuration, c'est rejeté dans le milieu naturel, donc soit dans les rivières, soit chez nous avec les émissaires en mer, directement dans la mer. Et donc on va reconsommer tout ça, ça va nous revenir soit quand on mange des poissons, mais aussi, on le reverra tout à l'heure, les polluants s'évaporent dans les endroits et on les retrouve en haut des montagnes et maintenant au pôle et partout, dans des endroits pas du tout développés, mais qui reçoivent notre pollution. Alors, autre petite aparté pour comprendre un peu tous les mécanismes, l'épigénétique. Alors, on vit un peu depuis Darwin avec le gène roi, et donc on verra dans les études, souvent vous entendrez « Ah non, mais telle molécule touche pas le génome, ah non, ça touche pas le génome, donc on est tranquille ». Et effectivement, le génome, donc c'est ces petits chromosomes avec son brin d'ADN qui contient les gènes, et on pourrait comparer ça à nos ordinateurs. Vous ne voulez pas vous mettre là? Là, si, pas vous voir. Et donc ce génome, on pourrait le comparer à nos ordinateurs. Et donc le gène serait le disque dur qui est bien protégé. Mais pour décoder tout ça, il faut du software. Et c'est ça qui est fragile, c'est ces fameuses histones. Et elles sont très fragiles et soumises aux facteurs environnementaux, qu'ils soient chimiques, mais aussi tout ce qui est ondes électromagnétiques. Et j'avais été à une conférence où un pédiatre expliquait que, par exemple, dans la vie, au cours de la vie fœtale, au moment où on doit élaborer, par exemple, les cellules adipeuses, si à ce moment-là, il y a une interférence dans le décodage, ben, ce pauvre enfant, s'il doit avoir un certain nombre de cellules adipeuses, qui lui fera sa matière grasse, ben, il pourrait s'en retrouver avec 3 fois plus que prévu. Et donc, c'est des enfants qui seront tout le temps soumis à des problèmes d'obésité, quoi qu'on fasse. Alors, d'habitude, quand je fais cette conférence, je l'ai faite à des confrères, et donc je leur sers cette espèce de série indigeste de chimie. Donc, j'ai pensé qu'on allait trouver un système plus sympa. Donc là, c'est un peu, on va imaginer, penser à tout ce qu'on utilise au quotidien à la maison. Et donc, j'ai pensé à un striptease cosmétologique. Alors, j'avais trouvé des belles photos, mais mes enfants m'ont censuré. Et donc, voilà, je vous ai remis tous les produits. Donc, on va d'abord imaginer tout ce qu'on fait d'habitude avant de sortir de chez nous. Donc, on va voir après le parfum, les perturbateurs endocriniens, le vernis à ongles, les dérivés du formol, avec les crèmes, donc les acryliques, les silicones, les dérivés du pétrole. On verra les détergents quand on se douche. Et enfin, des pathologies et des solutions. Alors, commençons par le parfum. Alors, j'aime beaucoup cette image, bien sûr, de Marilyn. Oui, c'est dommage que vous n'avez pas une très bonne qualité d'image. Et donc, on voit ici Marilyn qui se parfume. Et donc, vous remarquez que, Marilyn, à l'époque de Marilyn, quand on se parfumait, le parfum, c'était un petit flacon comme ça qui coûtait très cher, très concentré. Et on en mettait quelques gouttes derrière les oreilles et au creux des poignets. Et puis, nos industriels ont eu l'idée de le diluer dans de l'alcool, je pense, et donc en général c'est plutôt un spray. Et souvent les gens me disent « Ah non, mais ça ne me touche pas, je fais ça ». Quand on fait un spray de parfum, on a 1 mètre cube de micro-gouttes, et quand on le sort, ça veut dire qu'on le respire, et quand on le respire, ça descend dans nos poumons, et ça va directement dans le sang. Donc, pour des questions dermatologiques, parce que ça fait des taches en dehors de la toxicité,
toxicité, essayez de pulvériser sur les vêtements loin de vous. Alors, on va parler tout de suite d'un terme important que je vous invite à utiliser, le terme INCI, INCI, c'est la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Alors ça, c'est une belle découverte et l'Europe l'a ratifié. Et donc théoriquement, quand on achète un cosmétique, on doit toujours pouvoir consulter cette listing kit où tous les ingrédients sont listés du plus concentré au moins concentré. Donc ça nous permet de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et j'en fais une petite aparté pour dire qu'il y a des industriels qui profitent d'une petite lacune dans la législation, puisque ça c'est la législation, ça doit toujours être affiché, qu'on achète en magasin ou en vente par correspondance. Mais comme la vente par mail n'est pas prévue dans ces lois qui sont anciennes, il y a des industriels tellement contents de ce qu'ils ont mis dans leur peau qu'ils ne la mettent pas. Alors je vous invite, moi je le fais, mais c'est tellement de plus en plus important, la répression des fraudes attend des témoignages pour pouvoir renforcer la législation, et ça c'est une grande protection. Malheureusement le parfum, alors à chaque fois dans la listing kit, je vous mettrai quelques noms pour vous habituer à les reconnaître. Donc dans une listing kit, quand vous voyez parfum ou fragrance, s'il n'y a pas l'étoile pour dire que c'est bio, ce sont donc des parfums de synthèse. On ne peut pas voir le détail puisque eux se cachent derrière le secret industriel. Et donc il y a ou des muscles de synthèse ou des phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors on a beaucoup l'habitude de se parfumer, donc il y a des parfums dans énormément de choses, pas que quand on fait son spray, mais donc il y a maintenant des bougies, il y a tous les déodorants, maintenant même dans les restaurants il y a des parfums d'ambiance, même quand on ne les remarque pas, et donc on remarque qu'il y a ces résidus de parfum en pratiquement entre 70 et 100% de rejet de station épuration, et donc ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc ça pourrait très bien être remplacé par ce qu'on utilisait autrefois, c'est-à-dire des extraits naturels, et puis on peut faire aussi des cosmétiques sans parfum. Donc à partir de là, on va parler du perturbateur endocrinien et de la définition de l'OMS. Et déclarer perturbateur endocrinien toute substance altérant les fonctions endocriniennes ou hormonales. Et pendant longtemps, on a pensé surtout à l'action sur la reproduction, mais on va le voir, ça agit sur toutes les hormones et que ça agit sur un organisme ou sur ses descendants. Alors la définition, elle est bien. Maintenant, le problème, c'est qui va apporter la preuve et comment. Et ça, c'est tout le débat actuel. Donc le perturbateur endocrinien, ça remet en cause tout le mode de fonctionnement de notre toxicologie. En fait, on raisonne toujours comme au XVe siècle, où Paracelse disait « rien n'est toxique, tout est toxique, mais ça dépend de la dose ». C'est-à-dire qu'effectivement, l'eau, le sucre, si on a la bonne dose, ça va, si on en prend trop, ça va pas. Et donc c'est comme ça qu'on évalue la toxicité d'une substance. On regarde pour le rat, on regarde pour des petites des lapins, et puis on extrapole à l'homme en faisant des calculs savants. Malheureusement, le perturbateur endocrinien ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est un mode de toxicité jamais vu. En effet, il n'y a pas de notion de dose seuil. Certains produits seront plus toxiques à faible dose qu'à forte dose. Et ce qui est surtout dangereux, c'est l'effet cocktail et les microdoses répétées quotidiennement, exactement ce qu'on fait avec nos cosmétiques et avec d'ailleurs dans l'alimentation, c'est un peu la même chose. Et il y a un très long délai d'apparition, c'est l'absorption de produits dans l'enfance ou in utero qui conditionnera les maladies plus tard à l'âge adulte. Et enfin, certains impactent le génome, c'est l'exemple du Distilbène, et pourra être transmis aux descendants. Comme je vous le disais, pendant longtemps, on a regardé l'action sur les hormones mâles et femelles, en plus ou en moins, et on en reparlera. On sait maintenant que ça peut avoir des forts effets au niveau de la thyroïde, mais aussi un rôle dans le diabète. Donc ces perturbateurs endocriniens, on va les avoir dans l'alimentation, mais ils pénètrent aussi par la peau. Alors je voudrais là rendre hommage aux deux lanceurs d'alerte que sont Philippa Darbré et le docteur Harvey, par qui la polémique est arrivée, puisque là on va parler des parabènes. Et donc je pense que le parabène est devenu la star qu'on connaît, parce que par rapport à tous les autres noms, c'est plus facile à mémoriser.
Et donc, elles se sont aperçues, donc c'est en 2004, que dans les tumeurs du sein, il y avait du parabène. Et donc, elles se sont dit, ça peut venir des déos consommés à proximité. Et alors là, mais elles ont été dans la presse scientifique, mais humiliées, moquées, parce qu'on leur disait que c'était n'importe quoi et que ça n'avait rien à voir. Et alors que quand on lit l'article, elles émettent une hypothèse, elles se demandent comment ça marche et elles demandent de faire plus de recherches. Et donc nous, on avait tous les laboratoires qui venaient nous dire, hein, tu te souviens, et Bernard m'avait bien aidé à l'époque parce qu'on ne savait plus qui croire, entre le laboratoire qui disait c'est de la foutaise, et puis d'autres articles. Et effectivement, en 2012, donc l'affinité de ces perturbateurs endocriniens pour le tissu mammaire sera confirmée. Et en 2014, les parabènes sont décrétés CMR, carcinogènes, mutagènes et reprotoxiques. Et maintenant, on pense qu'ils interviennent même au niveau des adipocytes pour favoriser l'épidémie d'obésité. Alors, les parabènes, il y en a différentes sortes, on ne va pas insister. Par contre, méfiez-vous du para-hydroxybenzoate, qui sévit beaucoup toujours, et particulièrement dans les médicaments. Parce que dans les médicaments, il s'appelle comme ça. Et donc, souvent, je vois des mamans qui prennent des crèmes sans parabènes et qui peuvent donner des sirop avec du para-hydroxybenzoate. Il y en a aussi dans les gels échographiques. Donc, il aime beaucoup ce produit parce qu'il est conservateur. On verra qu'une crème, c'est un mélange de matière grasse et d'eau. Et donc, ça peut rancir et il peut y avoir des développements microbiens. Et donc, c'est intéressant pour le cosmétique, mais c'est aussi utilisé dans l'alimentation. En plus, ils ne sont pas très intéressants, ces produits, parce qu'ils donnent des allergies, en plus donc, de cette toxicité. Et donc, dans les produits bio, évidemment, tous ces perturbateurs sont bannis, et il y a des conservateurs labellisés par les labels Cosmos ou Ecocer, comme l'alcool basylique, l'acide dihydroacétique et des conservateurs comme la vitamine E. Un autre perturbateur endocrinien très important, le triclosan, qui est noté tel quel, qui est un biocide, puissant biocide, ça veut dire qu'il tue le vivant, donc il va pouvoir atteindre toutes les chaînes alimentaires. Il est très utilisé dans les dentifrices. Alors maintenant, il est un petit peu connu, il commence à l'enlever parce qu'il y a eu des campagnes sur Internet. Et donc, quand on sait que les enfants avalent beaucoup de dentifrice, c'est assez inquiétant. Et ça, c'est un perturbateur endocrinien particulier, puisque lui, il est particulièrement toxique pour la thyroïde. Et donc, c'est le docteur, elle est docteur en biologie, Madame Barbara Demenech, qui a fait un film que je vous invite à voir, je crois qu'il est passé sur France 5, c'est Demain tous crétins. Et donc, elle a cette phrase terrible de dire, parce qu'au départ, elle a étudié les grenouilles et on a perdu à peu près pour le moment 50% des batraciens, et elle s'est aperçue que sans hormones thyroïdiennes, le tétard ne devenait jamais grenouille. Et nous, on sait que sans hormones thyroïdiennes, un homme devient un crétin. C'est quelque chose de très important, c'est un affreux terme médical, le crétinisme hypothyroïdien. Mais dès la naissance, c'est quelque chose qu'on vérifie tout de suite, car effectivement, il y a un retard mental important si un enfant n'a pas d'hormones thyroïdiennes. Et elle dit que maintenant, de nouveau, à cause de ces perturbateurs endocriniens, il y a une mauvaise action au niveau de la thyroïde, et les hormones thyroïdiennes sont très importantes pour les connexions entre les neurones au niveau du cerveau. Et donc, il y a des études, c'est pour ça qu'on parlait de l'augmentation des troubles psychiques dans la première diapositive, parce que donc on s'aperçoit maintenant que en l'espace de 18 ans, puisqu'ils ont, depuis les années 2000, ils ont vraiment, sachant ça, fait des recherches, et donc il y a tous les troubles de la sphère autistique qui augmentent énormément, tout ce qu'on appelle dyslexie, dyspraxie, toutes les dys qui augmentent, et aussi, il y a eu une étude, alors bon, c'est chez les Anglais, c'est pas chez nous, mais dans des études en Angleterre, ils commencent à noter des baisses de QI notables dans les populations. Ensuite, autre perturbateur endocrinien, les filtres solaires. Donc, je vous passe les noms dans la liste Tiki. Donc, en tant que dermatologue, je recommande bien sûr vivement de se protéger du soleil, mais en favorisant plutôt l'ombre, en évitant les heures chaudes entre midi et 2 heures, en pensant qu'on est décalé de 2 heures par rapport au soleil, et surtout en utilisant des vêtements. Car ces filtres donc sont perturbateurs endocriniens. En bio, on peut les remplacer par de l'oxyde de zinc ou de l'oxyde de titane, bien sûr non nanoparticulaire,
Mais ce n'est pas une solution optimale, car les autres donc agissent à l'intérieur de la peau, alors que ces filtres physiques, le zinc et le titane, agissent comme des petits miroirs sur la peau pour renvoyer les UV. Mais lorsqu'on les lave et qu'ils arrivent dans l'océan, ils vont gêner la photosynthèse. Ensuite, toujours penser aux contenants. Donc toujours regarder que on regarde dessous, il y a un petit triangle où il y a des abréviations. Et donc si vous voyez PET ou PBT, ce sont des polyéthylène terephtalates ou polybutylène terephtalates qui sont, on retrouve, vous voyez le Lego avec le phtalate, perturbateur endocrinien, dont on a parlé pour les parfums. Donc en bio, on utilisera du polyéthylène ou du polypropylène, et l'idéal étant le verre et bien recyclé. C'est la même chose pour la... Vous savez, on a parlé du bisphénol A dans les biberons. Mais donc c'est pareil dans tous les récipients en plastique. Enfin, le toluène qui est marqué tel quel dans la liste INCI ou sous l'acronyme BHT, il est utilisé comme solvant et lui aussi est très cancérigène. Il est très utilisé notamment dans les produits d'acné, dans les vernis à ongles et comme additif alimentaire. Bien sûr, ce n'est pas le sujet du jour, mais les pesticides, avec le modèle dont on parle beaucoup, le glyphosate, mais il y a par exemple une grande variété de produits phytosanitaires perturbateurs endocriniens. Le glyphosate n'est pas le seul. Et sachez quand même que sur une pomme, il y a à peu près 50 produits chimiques. J'entends une pomme du supermarché. Alors, une petite, souvent, on peut se vernir les ongles avant de sortir. Et le vernis à ongles, je l'ai choisi comme modèle pour le formaldéhyde. Donc le formaldéhyde, plus connu sous le nom de formol. Donc le personnel hospitalier, quand on est dans des milieux où on fait des prélèvements et qu'on les met dans des liquides, il y a du formol. Mais il est plus connu dans les cosmétiques sous le terme de DMDM-identoïne. Bronopol, c'est un détergent, ou le diazolidinuré. Donc ces produits sont irritants, allergisants. Mais surtout, c'est le modèle de produit CMR, et donc le CIRC, le Centre international de recherche pour le cancer, le classe cancérogène avéré, groupe 1. Donc il y a 3 niveaux dans cette classification, le groupe 1 avéré, le 2 probable et le 3 douteux. Et donc tout produit en contenant doit mentionner contient du formaldéhyde et son utilisation est plafonnée entre 0,05 et 0,2%, mais il y en a jusqu'à 5% dans les vernis. Et là aussi, il sera avantageusement remplacé par des conservateurs écossaires. Et donc là, je vous ai fait ce petit mélange de photos, parce que bon, le vernis à ongles, nous, on peut s'en mettre de temps en temps, mais il faut penser à cette mode des barres à ongles et du personnel qui travaille et qui respire ça toute la journée. Alors quand on veut des vernis à ongles, il faut regarder, il y en a qui sont marqués for free, ou maintenant il y en a même sans les 9 composants les plus contestés, qui sont le formol, le toluène qu'on a vu, les phtalates et un dérivé synthétique du camphre. Mais donc ces formols, ils sont encore très utilisés dans les colles et dans les vernis, pas que à ongles, et donc toute la menuiserie industrielle en regorge, et aussi il y en a beaucoup dans les produits pour laver les vitres. Étape importante, se crémer. Donc en fait, les huiles minérales qui sont issues de la pétrochimie, donc on les reconnaît dans la liste INCI, ça s'appelle mineral oil, mais aussi cire microcristalline, synthétique wax, paraffine, pétrolatum, vaseline. Et donc ces produits-là, en plus, ne sont pas du tout intéressants pour la peau. Ce sont des produits pseudo-hydratants. Ça fait un film brillant sur la peau, mais ça n'a aucune affinité avec l'épiderme. Et comme c'est occlusif, ça enlève les pertes insensibles en eau, la perspiration. Donc effectivement, ça limite un peu le dessèchement. Mais surtout, ça favorise les comédons, ça modifie le film hydrolipidique. Et donc la toxicité des huiles minérales, parce qu'en fait... c'est même pas très raffiné, et donc il reste dedans ou des métaux lourds ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes. Et donc en bio, ça sera très avantageusement remplacé par des huiles végétales dont on reparlera. Enfin, dans les crèmes, vous verrez quand les listings sont toujours là en premier, ceux-là, les plus dosés.
Donc les silicones que l'on reconnaît au terme de diméthicone polysiloxane, ou certains termes où il y a en terminaison on ou an. Eux aussi, ils forment un film, ils sont des lubrifiants. Ils sont utilisés comme anti-moussants mais n'ont aucun intérêt pour la peau. Ils sont allergisants. Et c'est là certains résidus de siloxane, notamment les D4, D5, qui sont perturbateurs endocriniens, libérateurs de formaldéhyde. En bio, on sait le remplacer par des extraits d'algues, notamment le chondrus appelé silicone végétal. Enfin, les acrylates, ils sont faciles à reconnaître. Dans la listing key, c'est toujours marqué acrylate ou acryl quelque chose. Et eux, ils sont là pour donner du gonflant, une belle texture à la crème. Mais il existe aussi comme excipient dans les médicaments. Et donc, ces acrylates, ils sont irritants pour les muqueuses et c'est aussi des CMR. Et donc, quand on voit tous ces produits qu'on se met sur la peau à longueur de journée, qui sont cancérigènes, et qu'en plus, on sait que notre visage est exposé aux UV, on n'est pas surpris de voir qu'il y ait une telle augmentation des cancers de la peau. Enfin, tous ces produits sont non biodégradables, contaminants environnementaux. Et donc, en bio, on remplacera l'acrylique par un extrait végétal qui s'appelle caprylique triglycéride. Et donc tous ces produits issus du pétrole se retrouvent aussi notamment dans certains aliments, et notamment dans le Coca 0%, et ça sert à faire tous les additifs de l'industrie agroalimentaire. Enfin, quand on se douche, on va aborder le chapitre qui nous tient à cœur pour la pollution de l'eau et les mousses. Donc, un produit important, c'est l'oxyde d'éthylène. Cet oxyde d'éthylène et ses dérivés est tristement connu depuis la guerre de 14 parce qu'il était utilisé comme gaz de combat et qu'on sait que c'est un biocide. Et en 68, on découvre son pouvoir reprotoxique et en l'an 2000 éclate le scandale des biberons qui ont été stérilisés dans les hôpitaux avec ce produit, mais il faudra encore attendre 10 ans pour obtenir son interdiction. C'est lui aussi un CMR, groupe 1 pour le CIRC. Il est reprotoxique, inflammable et toujours utilisé à plus d'1 million de tonnes. Alors pourquoi ils l'aiment tant, les industriels, cet oxyde d'éthylène? Oui, ils aiment beaucoup l'oxyde d'éthylène parce que ça leur sert à plein de choses. Ça sert pour faire tout ce qui est antigel. Ça sert à faire des éthers de glycol comme le phénoxyéthanol qui est encore plus, si on peut dire plus ou moins, mais qui est aussi toxique que par exemple un parabène. Mais souvent quand on vous met du sans parabène, on met celui-là à la place. Et enfin, c'est utilisé pour épaissir l'acide hyaluronique dans le comblement des rides. Ensuite, on l'aime beaucoup parce qu'il peut polymériser. Et donc ça, c'est dans les cosmétiques, ils ont beaucoup de mal à se passer du polyéthylène glycol, du polypropylène glycol, appelé PEG ou PPG, mais c'est aussi utilisé comme laxatif et comme excipient dans les médicaments. Et enfin, c'est là où on en va revenir, l'oxyde d'éthylène permet de faire des détergents. Alors on va s'appeler un petit moment sur les détergents étoxydés. Alors au départ, ils ont utilisé, ce qui était très à la mode, c'était le sodium lauryl sulfate. C'était partie des détergents anioniques, vous verrez pourquoi ça a de l'importance. Et donc ces détergents anioniques, pourquoi ils s'appellent lauryl? Parce qu'il était copié de l'extrait de baies de laurier, de l'acide laurique extrait des baies de laurier comme dans le savon d'Alep, mais c'était une mauvaise copie. Et ce savon, il dessèche un peu. Et donc ils ont trouvé la solution en faisant une réaction dite d'étoxylation avec cet oxyde d'éthylène. Ça fait quelque chose de très doux, de très soyeux. Vous savez, quand on utilise un gel douche, on a, moi je trouve, une impression de pas rincer, qu'il y a un film qui reste sur la peau. Alors on nous fait croire que c'est de l'hydratation, mais en fait c'est comme un vernis qui reste et c'est pas très intéressant. Et donc ils aiment beaucoup ça parce que c'est un bon détergent, ça fait une jolie mousse, et donc il est très utilisé dans les produits cosmétiques. Donc il est irritant pour la peau et les yeux, et lui ça fait partie de ces produits où s'il est bien fait, s'il est purifié, ça peut passer. Mais quand vous achetez votre petit tube de gel douche, vous ne savez pas s'il a été fait en Chine ou dans une bonne usine française.
Et donc, s'il n'a pas été hautement purifié, il reste de fameux oxydes d'éthylène cancérigènes du départ, mais qui est transformé sous forme 1,4-dioxane. Et donc, quand ils font leurs études, évidemment, ils prennent des produits bien purifiés. Donc, ils disent, oh ben non, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que du coup, au lieu d'être dans les CM carcinogènes du groupe 1, il est rétrogradé en groupe de 3 suivant les études. Donc, moi, personnellement, je recommande vivement les savons naturels bio, parce qu'au moins, on n'a pas de doute sur le détergent liquide utilisé. Ensuite, quelques mots des détergents cationiques. Et parce qu'il y a cette liste, dans la liste, qui tout ce qui est MEA, DEA ou TEA, diéthanolamine, triéthanolamine, mais aussi le cocamidopropylbétaïne, le stercalconium. Donc ce sont des tensioactifs qui sont moins moussants que les précédents, mais par contre qui ont un bon effet conservateur. Et il faut savoir que donc la toxicité de ces produits vient du fait qu'ils peuvent, dans certaines conditions, relâcher des nitrosamines qui sont très cancérigènes, donc classés groupe 1. Mais il faut savoir que ce fameux l'additif E250 et E252 utilisé pour que le jambon reste bien rose fait partie des libérateurs des libérateurs de nitrosamine. Et donc le seul problème, c'est pour ça que je recommande l'utilisation de savon ou de certains gels douche qui sont labellisés écossaires, mais le cocamidopropylbétaïne est accepté dans certains labels bio, c'est un peu la limite du label. Donc quelques mots sur les détergents cationiques, il y en a d'autres qui sont les quaterniums. Et donc on voit ici l'ensemble des détergents parce que donc vous avez tous entendu parler, et pendant longtemps, moi-même quand je prescrivais des savons, je me demandais ce qui allait se passer parce qu'on nous disait toujours il faut un pH neutre. Parce que la peau elle est acide et le savon il est basique. Donc on va prendre un pH neutre. Pourquoi un pH neutre justement? C'est parce que la pétrochimie permet de faire des détergents anioniques et cationiques qui mis ensemble font ce fameux pH neutre et donc qui ont la toxicité dont je viens de parler. Alors malheureusement on ne doit pas voir grand chose. Vous arrivez à voir là-haut? Non. Donc vous me faites confiance dans le fameux douche soin, je ne sais pas la marque d'ailleurs, Arbre Vert. Donc c'est marqué sans allergène, sans savon, pH neutre, peau sensible, et donc dedans il y a du sodium laureth sulfate. Alors j'ai oublié de dire dans les laurettes, comme ça a été très décrié sur internet, il y a eu des campagnes aux États-Unis contre le laureth. Donc ils ont rajouté un Lego de plus où ils en ont enlevé un, mais il y a toujours ces molécules d'éthylène, et donc il s'appelle cétéarète ou olette, et là dans celui-ci, donc il y a du cétète, mais il y a aussi du cocobétaïne, et puis donc des parfums non bio, et des polyquaterniums, mais c'est bien écrit sans parabènes. Et donc Ushuaïa, qui est la marque que soutient notre ministre de l'Environnement, donc lui il y a marqué pH neutre et sans parabènes aussi, au cèdre de la Réunion, et dedans vous avez du laureth sulfate, du lauryl aussi, et ils ne mettent pas qu'il y ait du parfum, ce qui n'est pas normal parce qu'il doit bien en avoir. Donc quelques mots justement sur ces mauvais détergents, ce que ça donne, c'est quelque chose que je vois très souvent dans ma pratique, des gens qui arrivent, des taches blanches. Donc c'est des taches blanches qu'on appelle communément des dartres. Alors là j'ai pris une cuisse avec des choses assez marquées, mais ça se voit très souvent sur les bras, surtout des gens qui ont des peaux assez mates. Ça se remarque plus l'été quand on bronze. Et donc c'est des gens qui vont être traités en premier pour un pityriasis versicolore, on pense que c'est du champignon, donc on leur donne du kétoderme monodose qui est bien décapant, et puis comme ils voient que ça s'arrange pas, ils se disent bon je vais prendre un truc doux, alors pour ça avec 0%, c'est vrai qu'on a du coca 0%, on a des yaourts 0%, donc pourquoi pas un détergent 0%. Et donc là vous voyez que dans ce détergent, on l'a noté en rouge, donc vous avez du laureth sulfate, du cocopropylbétaïne. Vous avez aussi un parfum. Alors, on a mis le cocoglucoside qui est un bon détergent issu de la canne à sucre. Et puis, il s'est dit, j'ai la peau sèche, donc on prend le fameux Dexéril remboursé par la Sécurité sociale. Et là, vous voyez que c'est un concentré
de produits toxiques, et en particulier il y a du parabène, en plus des dérivés du pétrole, des PEG, des silicones, etc. Et donc ces gens, ils pensent que c'est inguérissable. La même chose ici, avec des choses, on ne le voit pas bien, mais les ronds blancs sont un peu entourés de rouge et donc font encore plus mycose. Donc les gens, ils alternent avec des produits antimycosiques. Et là, donc, le cadum, c'est du pour les bébés. Et donc, vous voyez en rouge tous les mauvais produits. Donc, le laurette associé au cocamidopropylbétaïne. Il y a un deuxième laurette, il y a des PEG, il y a du lauril qui est asséchant. Et puis, on cache, ça c'est la grande mode. Derrière tout ça, on va vous mettre, ah oui, mais c'est au beurre de karité ou à l'amande douce. Mais vous voyez qu'ils arrivent en dernier, en petite concentration. Et c'est la même chose pour le Lipica, où vous voyez qu'il y a aussi en avant, là ils ont mis quand même en premier le beurre de karité, mais il y a des silicones, il y a de la paraffine, il y a des PEG, etc. Alors, les solutions. Parce qu'effectivement, tant qu'on continue avec ces produits pétrochimiques, ça se contrôle, ça se guérit pas. Et l'autre jour, j'ai vu une dame qui m'a dit qu'elle avait du vitiligo. Et donc, vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui est assez compliquée à guérir. Et donc, en fait, il y a une étude qui a été faite là en 2015 où ils ont utilisé ces fameux détergents pour bien assécher la peau. Et ils ont regardé en mettant la fameuse paraffine qui est donc possiblement contaminée par des métaux lourds et des HAP. Ils l'ont mise sur la peau, ils se sont aperçus qu'effectivement, ce dont on se doutait, il n'y a aucune correction du dessèchement provoqué. Par contre, avec une huile de tournesol de base, même pas bio, ils corrigeaient ce dessèchement de 20%. Et donc, c'est tout l'intérêt de... Donc, les huiles minérales, c'est totalement vide et sans intérêt pour la peau. Par contre, une huile végétale, elle aura une grande affinité avec et une grande parenté de structure avec les parois de nos cellules, et donc elles auront un effet réparateur. Alors, comment ça se fait les huiles végétales? Je voulais faire une petite parenthèse. Donc, elles sont issues de pression à froid, comme notre huile d'olive. C'est des presses. Là, on voit ici des vis sans fin qui vont presser, que ce soit un germe de blé ou une autre graine. Donc, l'huile va tomber là. C'est une rotation lente à 60 tours minute qui respecte bien, qui ne chauffe pas les ingrédients. Et puis, on aura le tourteau qui se récupère là. À ne pas confondre avec les huiles essentielles qui sont produites par distillation. Là, on chauffe et on récupère l'essence dans le tourbillon qui est refroidi, et c'est la goutte d'essence qui sera diluée dans l'huile. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes, mais c'est très compliqué s'il y a c'est l'aromathérapie ou les herboristes qui savent les utiliser. Et moi, je m'en méfie parce que ça peut tacher la peau, donc il faut toujours les mettre le soir et les laver le matin quand on les met sur la peau, et ça peut provoquer des allergies. Enfin, une huile n'est jamais lavante et n'est jamais sèche. Parce que maintenant, beaucoup de gens, c'est la mode, maintenant, les huiles lavantes. En fait, c'est de l'huile et du détergent. Où il y a des huiles sèches, alors là, je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de voir les compositions, mais c'est pas logique. Donc, vous l'avez compris, je n'aime pas tous ces détergents. Et je vous recommande vivement le savon. Alors, tout à l'heure, on a parlé de ces pH neutres. Et donc, en fait, je vous disais, la peau, elle est acide. Et le savon, il est basique. Et en fait, ça fait quand même 4000 ans qu'on se lave avec des savons. Alors, il faut les choisir de saponification à froid. Parce qu'autrefois, ils étaient assez raffinés pour faire un savon qui est chauffé, comme le savon de Marseille. Et en chauffant la pâte de savon, on transforme les matières grasses, on élimine la glycérine, et ça permet d'avoir un savon qui décape bien. Donc un savon de saponification, au contraire, va se sécher tout doucement sur 2-3 mois, et donc ça permettra de garder la glycérine et les matières grasses. Et donc en fait, cette balance de pH qui va de acide, donc la peau est acide, le savon est basique, et c'est cette balance de pH qui permet d'éliminer les peaux mortes, le sébum, la sueur, toutes les saletés qu'on peut prendre dans la journée. Et enfin, cette balance de pH permet de réguler la flore. Donc évidemment, on choisira des bons labels qui garantissent la composition. Alors ça, c'est un petit schéma pour montrer comment marchent les détergents.
Donc les salissures sont souvent des matières grasses, et donc les détergents, c'est ces petits bâtonnets avec la partie pointue qui est lipophile et qui va venir s'insérer dans la partie grasse, et les petits points rouges qui vont permettre de dissoudre dans l'eau et d'éliminer la salissure sous forme de micelle. Alors ici, je vous disais tout à l'heure, au début, que donc la chimie c'était des Legos, et que donc il fallait que quand la molécule chimique revenait dans la nature, qu'elle se redécompose et qu'elle fasse en gros du carbone, de l'eau, de l'oxygène. Et donc vous voyez une molécule de savon, elle sera facilement séparée, alors que vous avez ici un 2-décylbenzène, un sulfonate, un détergent contesté, toxique. Et donc vous voyez que quand on va le décomposer, on va se retrouver justement avec des benzettes, des sulfates, des tas de choses. Et vous avez là-bas le fameux laureth sulfate avec entre parenthèses la fameuse molécule d'éthylène. Donc on vous parlait des produits étoxylés. Et donc quand elle va se redécomposer dans la nature, l'oxyde d'éthylène va de nouveau être libéré. Alors nous, dans notre association, que ce soit avec la coordination santé-environnement ou avec la commission eau du cadre, on s'inquiète beaucoup de la pollution, puisqu'on a dit qu'elle partait de chez nous pour arriver dans l'océan. Et donc vous avez ici quelque chose qui illustre, alors ça c'est pris à la Phyténia, mais vous amuserez à regarder en bord de mer. Vous voyez là ces petites choses. En fait, donc c'est quelque chose qui a été très bien étudié par la faculté de Marseille, donc il y a bientôt 20 ans, parce qu'ils s'apercevaient que les bains maritimes mouraient dans les calanques. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et donc c'est cette faculté de Marseille qui s'est rendu compte qu'en fait les détergents arrivaient dans la mer, et théoriquement donc les aiguilles de sapin, les aiguilles de pin, sont recouvertes d'un vernis naturel, d'une cire naturelle qui leur permet de résister aux embruns. Sauf que dans les embruns maintenant, il y a des détergents particuliers, tous ces produits chimiques dans l'embrun, l'eau s'évapore, le produit chimique se concentre jusqu'à 1000 fois. Quand il se dépose donc en premier sur les aiguilles en façade maritime, les aiguilles se nécrosent, et donc c'est pour ça qu'on voit les plumeaux sont plus fournis quand c'est loin de la mer que côté mer, mais à force ça peut arriver à entraîner la mort des végétaux. Et puis donc ça, ces images tristement connues pendant longtemps, et on le dit toujours dans toutes les réunions quand on a des politiques ou des officiels, c'est naturel, c'est le plancton, c'est le changement de température. Non, c'est un phénomène connu. Donc on l'a dit, il y a du détergent dans l'eau, donc on n'est pas surpris. Et le détergent, surtout les cationiques en présence de matières grasses qui traduisent l'insuffisance des stations d'épuration, le mélange des deux, c'est une réaction chimique connue, c'est des mousses jaunâtres compactes. Et donc, comme on exporte aussi notre savoir-faire, malheureusement, dans beaucoup de pays sous-développés, les gens se font un plaisir et se ruinent pour acheter nos détergents au lieu de garder les savons traditionnels. Et ça, c'est dans la baie d'Elgor. Alors, c'est connu comme spot de surf, donc il y a la houle au loin. Et puis, donc, toutes les mousses qui arrivent comme ça sur la plage. Donc, récapitulons, il y a tous ces produits chimiques qu'il faut éliminer. Et donc, comme je vous disais, il faut faire attention aux fausses garanties. Vous avez ici une marque, peu importe laquelle. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit. Formule, test, engagement, on vous dit tout sur nos soins. Il y a une sélection rigoureuse de chaque ingrédient, évaluation stricte de la sécurité, et blabla, et blabla. Et donc, je peux vous dire que là, c'est pratiquement tous les ingrédients dont je vous ai parlé qui sont toxiques. Il y a tout, la paraffine, le mineral oil, les PEG, mais ils y sont pratiquement tous. Et là, quand vous voyez comme c'est marqué là, origine naturelle, 0% phthalate, 0 parabène, surtout si c'est écrit en vert, surtout si on vous met en avant des ingrédients naturels, méfiez-vous. Et donc, je ne sais pas si, parce que vous avez vu notre affiche, si vous êtes là peut-être, et donc certains m'ont dit qu'on ne comprenait pas bien, et donc on a eu une discussion avec Marie, et c'est une jeune artiste qui m'avait dit que quand je lui disais je voudrais des choses qui frappent sur
cette chimie qu'on utilise au quotidien, qu'on peut mettre sur nos enfants, et elle me disait, j'imagine une maman qui l'arrose avec tout un tas de produits chimiques. Et du coup, donc cette petite fille qui joue au milieu des balles, donc j'ai mis en vert ce qui est une vraie protection, c'est-à-dire les labels AB, Cosme Bio, Écocert. Le label européen est moins... Quand vous achetez, je vous conseille d'avoir toujours les deux labels, parce que le label AB est beaucoup plus exigeant que le label européen. Et donc j'ai mis en rouge toutes les fausses allégations. Et je discutais tout à l'heure du terme de local. Parce que maintenant, on fait des petites structures de vente où on vous met en avant les produits locaux. Les produits locaux, oui, mais ça ne doit pas être l'occasion de détruire le tissu agricole traditionnel pour faire des fermes industrielles. Et il faut exiger du bio, qui pour moi est le seul protection où on va regarder les conditions d'élevage, etc. Ici, je disais, il n'y en a pas, mais nous, à Biarritz, on a du grand frais, du cœur de frais, du Sofarmini, où les gens pensent être dans du bio et dans de la qualité, alors que c'est de la grande distribution classique. Donc, évidemment, je pense que ça, c'est assez indigeste. Alors après, dans les choses qui peuvent nous aider à nous y retrouver, il y a cette application Clean Beauty, où on retrouve un peu l'essentiel des ingrédients dont on a parlé, mais ils mettent un peu en même niveau ce qui est cancérigène que ce qui est allergisant. Et c'est vrai qu'il vaut mieux faire de l'eczéma qu'un cancer, et donc quand on voit tout ça, on se dit « Ouh là là, c'est trop compliqué, je ne sais plus quoi acheter ». Et donc du coup, on reste avec son produit habituel. Et puis ça, c'était pour parler de Yuka. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, parce qu'en plus, cette application, nos enfants, ils aiment bien être avec leur smartphone et cliquer pour un oui, pour un non, et donc ça, c'est quelque chose qui leur parle, et bon, c'est pas trop mal. Alors ils ont mis en place en fait ce qu'essaye de faire depuis des années le gouvernement pour essayer de mettre le feu vert quand c'est bien, orange douteux, et feu rouge quand c'est vraiment pas bon. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure là sur l'affiche, c'est que donc nous on a fait notre association en 2004. Et donc l'industrie, qu'elle soit cosmétique ou globale, l'industrie agroalimentaire, donc tout le monde a pris conscience en 2008 qu'il voulait être bio et que donc on voulait plus de tous ces produits chimiques. Et donc ça a imposé de revoir totalement notre système de production. Et ça, c'était pas possible, et donc ça, ils le savaient. Et donc il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui, en 2018, et donc ils ont bien mesuré ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire nous perdre. Et donc, en 2008, on savait qu'on voulait être bio, mais ils ont bien distillé des fausses informations, etc. Et avec ce 0%, tous ces labels dont je vous parle, eh bien, ils ont mesuré qu'en 2018, on était bien perdu. Et que donc, on ne sait plus quoi acheter, donc on va se tourner vers du grand frais alors qu'on voudrait du bio, on va acheter du 0% alors qu'on pense avoir du bio, etc. Et donc ça, ils l'ont mesuré, et effectivement, ils nous ont bien perdus. Et donc, j'espère qu'après tout ce que je vous ai dit, là, j'ai pris juste un petit mot sur un label bio, on ne va pas tous les détailler. Donc, en gros, il y en a deux parce que tous les petits labels se sont maintenant regroupés. Donc, il y a en gros Cosmos et Écocert, et puis il y a aussi Nature et Progrès qui est bien pour les savons. Et donc, dans le niveau Cosmos, alors on traduit en plusieurs langues, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est le Cosmos naturel, où 95 à 100% des ingrédients sont naturels, avec un maximum de 5% d'ingrédients de synthèse, mais qui sont pris dans une liste positive qui exclut tous les produits contestés dont on a parlé précédemment, avec quelques restrictions. Et seuls, et donc en particulier, seuls les ingrédients biodégradables sont acceptés. Et dans Cosmos Organique, c'est la même chose, avec 95 à 100% d'ingrédients bio, végétaux, et avec un taux d'ingrédients bio obligé de 20%. Alors cette différence, ça me fait toujours drôle, c'est parce que c'est lié au fait qu'il y ait de l'eau qui n'est pas labellisée en bio. Et que dans les crèmes, il y a une forte teneur en eau ou dans certains produits nettoyants. Et donc là, c'était des petites notes des marques innovantes, parce que pendant longtemps, le bio, c'était sans ceci, sans cela. Et maintenant, le bio, c'est un peu comme le vegan, c'est pas que sans viande, ça ouvre à toute une belle biodiversité et à utiliser toute la richesse du végétal. Donc j'ai mis cette marque Dermatherm,
avec UHT, eux, ils sélectionnent des ingrédients qui sont capables de résister à une stérilisation à ultra haute température, à ne pas confondre avec Cavaillès qui les a copiés en mettant UHT ultra haute tolérance, qui n'a rien de tolérant et qui est plein de produits toxiques. Eau de Jonzac est une bonne marque aussi et qui utilise l'eau thermale de Jonzac, et donc la gamme Alaena que j'ai créée. Et donc en conclusion, pour ne pas tomber dans les pièges des cosmétiques, donc je vous invite à vous habituer, à vous familiariser avec les listings et trouver, c'est toujours un peu les mêmes familles d'ingrédients contestés. Et pour plus de facilité, c'est vrai que les labels bio sont quand même une bonne garantie. Et je pense que c'est à nous, professionnels, d'être exigeants pour que ces labels soient le plus protecteurs possible. Et donc j'espère que vous avez compris que c'était important de traquer les polluants dans notre quotidien pour nous protéger, pour protéger les nôtres. Je vous remercie.